Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo avec un sous-titre de fin de semaine que vous connaissez désormais, les Robinsons du vendredi. Chaque semaine, en effet, nous recevons des Suisses du bout du monde, des Robinsons en quelque sorte, des Suisses du bout du monde que nous sommes allés rencontrer là où ils sont, là où ils vivent, là où ils se battent parfois. Des Suisses du bout du monde qui profitent de l'été et parfois de l'expo pour venir nous rendre visite ici en Suisse. C'est donc tous les vendredis jusqu'au 18 octobre. Cela, c'est pour rappeler les règles du jeu. Et les Robinsons du vendredi aujourd'hui sont essentiellement des Robinsons, deux jeunes femmes suisses, j'allais dire ras des villes, ras des champs, mais plutôt petites souris. Simplement, l'une travaille dans les favelas, l'autre avec les sans-terre dans la campagne. Je vous les présenterai tout à l'heure, mais le Brésil, quels que soient les combats sociaux, quels que soient les problèmes, quelle que soit la pauvreté, le Brésil cette semaine, comment l'évoquer, que ce soit en musique ou autrement, sans parler du football. Alors tout de suite, football Brésil et Achê Brasil. Cette chanson maintenant, c'est pour todo Brésilien. Isso, que aime le foot e la música brasiliana. Campeão do mundo. Allez! Oh, Maria, yo, uba, uba, uba. Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar. O samba tá animado, pois eu quero é sambar. Sambinha misto de maracatu, de preto velho samba, de preto do. Oh, Maria, raio, uba, uba, uba. Oh, oh, Maria, raio, uba, uba, uba. La convergence de deux groupes, Gil Félix et Achê Brasil. On vous les présentera tout à l'heure parce qu'ils ne font pas que de la musique et du football, ils s'occupent aussi de combat. Ils sont engagés aux côtés d'étudiants qui viennent plus ou moins facilement faire des études en Suisse, engagés pour la sauvegarde de leur pays, le Brésil. Nous y reviendrons tout à l'heure en leur compagnie, mais tout de suite je voudrais vous présenter nos invités principaux, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour Moira. Moira Cayetano, il faut garder ce micro tout près parce qu'autrement ça ne va pas marcher. Moira Cayetano, elle est artiste peintre, graveur, elle a réalisé il y a quelques années un bouquin de bibliophile avec Jacques Chessé, elle a travaillé en hôpital psychiatrique et maintenant vous enseignez, vous éveillez les adolescents des favelas de Rio à la peinture, au dessin, à l'art facile. Oui, mais je ne travaille pas à Rio, je travaille à São Paulo, pardon. São Paulo, périphérie de São Paulo. Je donne des cours de peinture aux jeunes des favelas. Ça se passe comment? Ça se passe très bien, vous verrez. Vous êtes sûr? Oui, on a une exposition actuellement en Suisse qui montre ça. D'accord. Donc vous allez repartir, bien sûr, ce n'est pas la fin de votre travail?
Oui, je repars à la fin du mois de juillet. D'accord. À vos côtés, Pierre-Yves Maillard, mais je vais préciser quel Pierre-Yves Maillard, parce qu'il y en a un qui fait partie du groupe Échanger, ça n'est pas lui. Vous êtes le conseiller national socialiste, mais vous étiez au Brésil, vous avez rencontré Moira, vous avez rencontré aussi Mireille, que je vous présenterai dans quelques instants. Vous y étiez pour la réunion de Porto Alegre. Oui, et à cette occasion, on a rencontré ces deux volontaires suisses, mais quelques autres aussi qui font un travail exceptionnel. Et je suis très heureux que vous donniez l'occasion aux gens de pouvoir le constater. Alors, suite du tour de table avec Mireille Borloo, là aussi même recommandation, le micro. Mireille, on s'est rencontrés, on s'est connus brièvement avant votre départ pour le Brésil. Vous étiez à la fois déterminée et tout de même un petit peu inquiète. 1 an et demi après? C'est parfait, c'est ce que j'attendais, avec quelques surprises bien sûr, mais c'est ce que j'attendais. Ouais, vous êtes infirmière, mais ce n'est pas le métier que vous faites là-bas. Oh, c'est un petit peu ça quand même, oui, mais c'est un autre côté, c'est pas l'hôpital, c'est des formations, c'est de la prévention et c'est un travail avec les plantes médicinales, donc c'est un peu différent bien sûr, oui, au milieu du mouvement santé. Armel Ablutzel, vous êtes photographe et vous avez suivi cette équipée. Bonjour, oui, bonjour. J'ai eu l'occasion au cours de ce voyage avec la délégation de parlementaires au Forum social de Porto Alegre de se rendre sur place, d'aller voir le travail qu'effectue Mireille. Alors sur quoi a débouché ou débouchera Porto Alegre, on ne sait peut-être pas encore tout à fait précisément. Ce qui est sûr en revanche, c'est que dans l'instant, ce fut à la fois une grande fête et un grand moment d'émotion. Le soir du premier jour, du jour d'ouverture avec ces manifestations, c'était le 31 janvier de cette année. Eh bien, vous étiez en duplex avec nos camarades du TG Nuit. Je vous propose qu'on revoie ce document. Ça situe bien ce dont nous allons parler tout à l'heure. Ce serait assez judicieux que la Suisse regarde tout ce qu'elle pourrait apporter, toute l'aide qu'elle pourrait apporter dans ce pays qui a d'immenses problèmes sociaux, mais qui a aussi de très grandes richesses, de très grandes initiatives locales. Des tas de gens se battent pour améliorer leur quotidien. Et je trouve que la Suisse pourrait apprendre beaucoup et apporter beaucoup dans un tel forum. Et c'est ça qui nous a beaucoup frappé dans tout ce voyage, c'est à quel point il y a des initiatives locales qui auraient besoin d'assez peu finalement pour être un véritable espoir pour que la pauvreté soit combattue sur le long terme par des gens d'ici grâce à des échanges avec le Nord. Et ici on va avoir des dizaines, des centaines d'exposés de gens qui mènent ces initiatives dans les pays du Sud et que les gens du Nord vont enfin découvrir. Parce que trop souvent on croit que toutes les richesses, qu'elles soient culturelles, sociales, sont chez nous. Il y en a beaucoup ici. Mais ce qui leur manque, c'est parfois les appuis économiques, financiers que nous pouvons apporter si nous sommes un peu plus solidaires. E o povo grita, justiça no país. Não sou eu que falo, é o povo que diz. E o povo grita, justiça no país. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Homens e mulheres unidos nessa batalha, um só objetivo, a reforma. Voilà. MST, il faut peut-être le préciser, ce ne sont pas les maladies sexuellement transmissibles, c'est le mouvement des sans-terre, des paysans sans terre. On y reviendra tout à l'heure, mais peut-être pourriez-vous, Pierre-Alain, dire en 2 mots ce que sont les sans-terre? C'est un mouvement, un des plus gros mouvements populaires du Sud, enfin du monde. Hein. C'est un mouvement qui, je crois, compte à peu près 2 millions d'adhérents. Enfin, c'est les chiffres qui à l'époque circulaient, qui a déjà réussi à reloger dans les chiffres dont je me souviens à peu près 300 000 familles qui se sont réétablies, qui se sont organisées, souvent en coopérative d'ailleurs, qui parfois ressortent des bidonvilles. C'est donc un des plus grands mouvements populaires et probablement un signe d'espoir aussi parce que c'est un mouvement qui va à l'encontre du processus de ces
30 dernières années qui a amené de plus en plus de gens pauvres des campagnes dans les bidonvilles et eux essayent d'inverser ce mouvement avec un courage et contre une répression absolument énorme. Alors vous quatre étiez à des titres divers mais toujours liés à ces différents combats ensemble, en tout cas à certains moments entre Sao Paulo et le Campo et la campagne brésilienne il y a moins de 6 mois. Aujourd'hui nous sommes en direct au large de Mora. Vous avez peut-être aperçu derrière nous tout à l'heure un certain nombre des décors de l'expo dans une situation totalement idyllique, pacifique entre Mora et le Vuilly. Quand vous vous retrouvez, en particulier vous deux qui êtes habituellement à l'autre bout de la planète dans des conditions, je dirais, extrêmes, quand vous vous retrouvez là, c'est un plaisir ou une irritation? Moira. C'est un rêve, ça fait plaisir d'être ici, puis en même temps c'est que ça se passe plein de choses ailleurs, et puis même ici, au-delà du décor. Mais par exemple, les jeunes avec lesquels vous travaillez, par TV5, ils vont peut-être voir ces images. Qu'est-ce que ça va créer? De l'envie, de la satisfaction, de la jalousie? Ah, ça va de nouveau stimuler cette idée de Suisse paradis. Ouais. Ça, c'est clair. Mais qui est pour vous un handicap ou un avantage? Des fois, c'est un handicap. Mireille, impression? Pour moi, c'est aussi un plaisir de pouvoir profiter de l'été ici en Suisse. C'est sûr que c'est difficile de concilier les deux mondes et de se rappeler au jour le jour qu'il y a d'autres réalités dans d'autres endroits du monde. Mais bon, on ne l'oublie pas au cours des 2 mois qu'on passe ici, puisque c'est 2 mois de congé qu'on passe ici en Suisse, mais on ne l'oublie pas. Alors, on va partir chez vous, Moira, c'est-à-dire à la lisière, je dirais, des quartiers bourgeois, des quartiers de la classe moyenne et des favelas. Et on va retrouver un atelier, l'atelier où vous êtes tous les matins en tenue, en blouse blanche, sérieuse, entre art et infirmière, comme ça. Voilà. Non, mais dans le rôle où on vous voit, on se demande si vous êtes là pour régenter, pour stimuler, enfin, on verra ça tout à l'heure. Mais ce que je vous propose, d'abord, c'est que nous découvrions quelques-uns de ceux avec lesquels vous travaillez tous les matins. On va les voir, à commencer par Altamiro. Alors voici Altamiro, lui c'est... et puis le deuxième c'est Alex. Hein. Alex. Une particularité, Alex? Oui, alors c'est un grand assidu. Hein. Un grand assidu, il a fait des grands progrès. Ça c'est Diego aussi, c'est un jeune qui a beaucoup de talent. J'en parle, c'est une des révélations de ce cours et même de cette exposition. Van Nilsson, il ne fréquente pas assez, mais je trouve qu'il a tout à fait un grand potentiel. Et enfin... Et puis ça, c'est Diego aussi. Fabio, pardon. Fabio. Alors bon, tout ça, ce sont des gens qui ont... Tous ces gens ont entre 16 et 20 ans à peu près, c'est ça? Ouais, la moyenne c'est 16 ans. 16 ans. Quelle est leur histoire? Qu'est-ce qui les a amenés là? Et à quoi pouvez-vous servir? Parce qu'enfin, je ne sais pas si on peut parler d'échanger comme d'un mouvement humanitaire, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Mais enfin, est-ce que vraiment l'art est un des éléments qui permettent de faire passer l'aide, le soutien et la compréhension du Nord à l'intention du Sud? Mais ça peut aider peut-être à les mieux faire vivre, parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. À niveau psychologique, c'est vraiment catastrophique. Disons qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de structure, sont semi-analphabètes, et les favelas, c'est vraiment terrible. Alors je vous propose qu'on voit ensemble un document amateur qui vous montre dans ce travail quotidien, et puis vous allez le commenter avec nous si vous voulez bien. Nous y voici. Donc ici, l'atelier, on a fait cette vidéo au mois de mars, donc il y a déjà 8 mois de cours, et on voit déjà que fonctionne bien le cours, on voit qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils savent qu'ils doivent aussi préparer le matériel, le nettoyer, il y a déjà une certaine qualité de travail que j'avais pas au début. On voit beaucoup de noir, beaucoup de rouge. Oui, c'est vrai, c'est des couleurs, je dirais malheureusement très présentes. Il y a beaucoup de signes de mort. Ouais. On voit aussi des signes de solitude. Regardez ce garçon, tout seul au fond. Oui, le regard est terrible. Il n'ose même pas rentrer regarder le cours. Et le travail, alors c'est un travail de création personnelle, de copie, d'apprentissage. Là, on vient de voir une paire de chaussures, c'est la seule. Hein? C'est les seules qu'il a, oui, effectivement. Heureusement qu'il a celle-là. Alors, au niveau du travail, c'est comme ça. Chacun choisit selon des livres, des revues, ou bien ils amènent eux-mêmes leur sujet. Alors, il y a une condition, il faut une qualité de travail. Quand on commence, il faut le terminer. Alors ça, c'est une lutte pour pouvoir les terminer.
parce que souvent ils veulent les abandonner. Jusqu'à il y a quelques difficultés, tout de suite ils veulent abandonner. Mais personne ne les oblige à venir. Ils ne viennent pas parce que c'est la condition pour eux, par exemple, de ne pas être dans une institution ou même en prison. Oui, non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout obligés à suivre les cours. Donc ça, c'est une chance, je trouve, parce que ceux qui viennent sont déjà naturellement sélectionnés. Et ça, c'est un centre qui récupère des jeunes de la rue et des jeunes qui sortent de prison, de mineurs. C'est vous qui avez proposé vos talents d'artiste ou eux, cette association CDK, qui est venue à votre recherche? Un peu, c'est les deux. Donc moi, j'ai fait beaucoup de propositions à plusieurs ONG. Et puis en fait, c'est CDK qui a proposé ce travail à échanger. Et puis moi, j'étais engagée par échanger. Sur le terrain, vous y êtes depuis combien de temps maintenant? Plus d'une année maintenant. Plus d'une année. Il y a eu des moments très difficiles, en particulier dans les rapports avec les jeunes? Mais étonnamment, je pensais que c'était beaucoup plus difficile. Donc non, je suis étonnée en bien parce que ça a passé tout de suite. Il y a eu tout de suite une très bonne ambiance, très bonne qualité de relation, de respect, même si bien sûr... Encore que là, on vous voit, c'est pas loin du coup de gueule, hein? Non, là, c'est le coup de gueule parce qu'évidemment, il y en a qui profitent chaque fois, qui débordent. Il sait très bien qu'on ne met pas les pinceaux sales dans un pot de peinture blanc. Donc, c'est inadmissible. Alors, vous êtes, tous les trois autres, vous êtes rendus sur le... Je ne sais pas, Armel, vous étiez aussi à l'atelier, non? Non, je ne me suis pas rendu. Mais les deux autres, vous vous y êtes rendus. Impression, Pierre-Alain, par exemple? Bon, une impression... D'abord, on a été au vernissage de cette exposition. Il y avait un monde impressionnant dans cette petite salle. Et puis, ben voilà, c'est des gosses qui sont dans des gangs, qui sont confrontés à des situations de violence extrêmement impressionnantes, et qui ont animé cette soirée de manière absolument folle, quoi. Ils avaient préparé chansons, des petites scènes de théâtre, ils nous présentaient leurs tableaux. Bref, c'est probablement le plus frappant, c'est qu'on voit que ce sont des gosses qui sont probablement eux-mêmes parfois violents, mais qui ont en eux une enfance, une douceur, qui demandent qu'à apparaître, pourvu qu'on offre des conditions de vie à peu près normales, quoi. Mireille, vous êtes plutôt la souris des champs, si vous me passez l'expression. Vous vous êtes rendu à l'atelier aussi? À l'atelier, oui, j'ai vu l'exposition et je connais Moira, on se rencontre régulièrement, on échange nos impressions. Et son travail m'étonne à chaque fois, la lecture qu'elle fait des tableaux des jeunes est vraiment impressionnante à chaque fois. Et puis la rencontre avec ces jeunes, c'est une rencontre qu'on fait aussi dans les campagnes, puisque une partie de ces jeunes, ils vont repartir avec leur famille ou parfois sans leur famille pour rejoindre le mouvement Sans Terre. Parce que les conditions de vie, justement, en ville de Sao Paulo sont trop difficiles. Il y a tellement de violence, tellement de... Mais le paradoxe, c'est que souvent, sinon eux, du moins leurs parents, étaient des paysans qui étaient dans des conditions telles qu'ils ont dû converger vers la ville. Et en ville, c'était tellement dur que maintenant, la génération suivante va tenter de repartir. Voilà, c'est ça. Donc c'est une proposition que fait le mouvement Sans Terre qui est extrêmement intéressante, c'est de permettre justement, quand il n'y a pas d'accueil pour l'exode rural qui existe dans tous ces pays du Sud, mais aussi beaucoup au Brésil, donc c'est de pouvoir retourner à la campagne. Mais quand on voit ces jeunes, que ce soit dans leur tenue vestimentaire, que ce soit dans la musique qu'ils écoutent en faisant de l'art, en faisant de la peinture, comment est-ce qu'ils vont être accueillis par les Sans Terre qui eux sont, je dirais, plus paysans, plus accrochés à la terre justement? Je dirais que ça dépend des régions parce qu'il y a quand même beaucoup et de plus en plus de régions où les campements qui se font avec des gens qui viennent de la ville. Donc en fait, ils vont être accueillis comme toutes les autres familles qui arrivent parce que c'est vraiment un mélange en même temps des gens qui reviennent de la ville ou des gens de la campagne. Une espèce d'émigration intérieure, quoi. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, de la violence, des gangs, et puis peut-être plus qu'ailleurs, le sentiment que la mort est peut-être très vite là, au bout du chemin, ou même avant le bout du chemin. Des images, là aussi, images d'amateurs, pardon pour la qualité, je dirais formelle, mais ce que comportent ces images est en revanche très, très fort. On va vous voir avec quelqu'un avec un grand dessin, face à un grand dessin qui est réalisé par Denis. Et ce dessin, c'est non seulement un cercueil, mais c'est son cercueil. Tout à fait.
ça c'est Denis qui avait déjà fait un premier tableau, que c'était une tombe. Donc on revient toujours sur le même sujet. Le deuxième c'était des sœurs et des pierres. Et le troisième c'est son cercueil. Donc il a travaillé 3 semaines assidûment en faisant son cercueil en toute calme et tranquillité, en affirmant que c'était le sien, que c'est en double place, donc qu'il amènera quelqu'un avec lui. Donc il est menacé de mort, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Bien sûr, parce que malheureusement c'est un thème très recourant et puis c'est quelque chose même de presque banal parmi ces jeunes. Donc il a dénoncé un jeune camarade trafiquant de drogue. Donc il sait très bien sa vie attachée en fil. En fait, vous allez bientôt repartir dans un peu moins d'un mois. Vous êtes sûr que vous allez tous les retrouver? Non, non. Denis, c'est une des personnes qui me fait le plus de soucis à ce niveau-là. Du reste, il m'a salué avant en me disant, voilà, je ne sais pas si on va se revoir et je sais qu'il a raison. Vous parliez tout à l'heure du vernissage de cette exposition. En fait, la plupart des tableaux réalisés par ces jeunes se trouvent actuellement à Lausanne, n'est-ce pas? À Lausanne, oui, la Galerie Paul Sud. Qui se trouve dans le quartier du Flon. Enfin, toutes ces indications sont sur notre site, le site de Zigzag Café sur www.tsr.ch. Donc n'hésitez pas, vous trouverez tout ça. Mais donc une exposition qui dure encore une dizaine de jours. Oui. Et vous êtes présente tous les soirs? Oui, oui. Jusqu'au 12 juillet, oui. Réaction des Lausannois qui sont venus? Alors c'est étonnant parce que c'est quand même une exposition différente des autres. Il n'y a pas seulement des beaux tableaux, il y a une histoire dramatique derrière. Et puis c'est étonnant le résultat en 6 mois de cours. Alors ça c'est impressionnant. Puisqu'Alex, enfin tous nous voient en ce moment par l'intermédiaire de TV5 au Brésil, je crois qu'il méritait bien cet applaudissement. Alors un petit salut là-bas, bravo et puis accrochez-vous. Puis musique pour musique, on va abandonner Nougaro et Baden-Powell et revenir à Chez Brassir. On les présentera à la fin de ce morceau et ils vous expliqueront ce qu'ils font en Suisse, pourquoi. Mais tout de suite, rupture musicale, rupture brésilienne bien sûr. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa, doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela menina que vem e que passa, doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, sem amor, sem carinho. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Olha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Wow, wow.
Brasil et Géo-Félix, une espèce de convergence de deux groupes. Enfin, c'est plutôt un groupe qui vient au secours de l'autre. En deux mots, Géo-Félix, est-ce qu'on peut dire d'abord qui vous êtes et comment vous vous retrouvez en Suisse? Vous avez un micro, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai. Je suis un artiste brésilien, né, qui habite en Suisse. Et quand même, je soutiens ce projet Axé Brasil, que c'est un projet d'aider les enfants de la rue du Brésil. C'est une chose vraiment très importante que nous, comme artistes, faisons notre part de participation musicale sur ce projet Axé Brasil. Moi, comme artiste, je me sens dans la responsabilité aussi avec mon pays, d'aider mon pays pour sortir de cette situation vraiment grave que le monde entier connaît. Mais ce qui veut dire que si des associations en Suisse ou des organisateurs de spectacles veulent à la fois avoir un spectacle et donner un petit coup de pouce aux enfants de la rue ou à des enfants qui voudraient tout bêtement venir faire des études en Suisse dans un domaine particulier, ça peut passer par vous? Non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est Pierre Alain avec le Daniel, que moi c'est vraiment un musicien. C'est seulement musicien. Je suis musicien qui soutient les projets dans mon possibilité. D'accord. Mais il y a le projet Axé Brasil qui c'est avec Daniel et Pierre Alain qui aide aussi pour les enfants de la rue. Que o Daniel peut expliquer mieux que moi sur ce projet. Alors, principe, juste je signale que vous avez publié un CD, que vous en préparez un autre. Tous ces renseignements, on les trouvera tout de suite, ou en tout cas dans les jours qui viennent, sur notre site de la télévision suisse. En deux mots, alors pour les gens qui viennent du Brésil en Suisse, il y en a quelques-uns. Comment ça se passe, ce travail de Axé Brasil? Prenez le micro peut-être. Alors, il y a des professeurs qui sélectionnent des jeunes sur place. On favorise des gens qu'on sent qui ont une volonté de sortir de leur situation pour avoir une chance de réussite plus grande. Et quand ils retournent chez eux, ils restent entre 1 et 3 ans en Suisse. Quand ils retournent chez eux, ils sont suivis par le même professeur qui les a sélectionnés et on les encadre dans le cheminement professionnel. Vous avez vu là les reportages réalisés à Sao Paulo, en particulier autour de Moira. Votre impression? Ce qu'elle disait, que quand les gens vont voir sur TV5, nous sur un beau lac bien habillé, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer pour eux qu'ici qu'on puisse être sensible à ce qui se passe là-bas. Hein? Bon, on va essayer tout de même à la fois d'y être sensible et d'y sensibiliser autrui à travers un nouveau reportage, enfin un reportage qui a d'ailleurs été diffusé déjà il y a un peu plus d'1 an à Zigzag Café autour du mouvement des Sans-Terre, et ensuite nous retrouverons Mireille Borloo. Ils ont occupé plusieurs fois des fazendas de riches propriétaires. Et puis, bon, évidemment, ça plaisait guère à ces riches propriétaires. Ils ont fait venir la police militaire. Ils sont venus avec 3 bus de São Paulo remplis de police militaire, avec des chevaux, des hélicoptères, pour les déloger de la terre qu'ils avaient occupée. Notre histoire ici a commencé en 97. Et on n'arrête pas de déménager 17-18 fois. On allait là, on se faisait expulser. On allait ailleurs, à nouveau expulsé. Ça fait 3 ans qu'on lutte comme ça. Ça fait 3 ans qu'ils sont comme ça, à vivre sous ces tentes de plastique noir. En fait, ça rentre bien dans la ligne du mouvement Sans-Terre, en fait, qui a 3 phases. C'est occuper, résister et produire. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'ils résistent dans le but d'obtenir des terres. Ils vivent dans des conditions très précaires. Mais ils arrivent à garder, grâce à l'espérance d'avoir un jour un lopin de terre à cultiver, ça leur permet de rester fermes sous ces tentes de plastique noir. Mireille Borloo, le reportage qu'on a vu a été réalisé avec quelqu'un que vous connaissez. Je vous parlais d'Isabelle Plon, qui maintenant est rentrée en Suisse, mais que vous connaissez bien, vous la connaissiez avant de partir. Vous saviez d'une certaine manière ce qui vous attendait en lui succédant, en tout cas intellectuellement. Vous n'êtes pas exactement au même endroit, mais vous faites d'une certaine manière, vous menez d'une certaine manière le même combat.
C'est exactement la continuité du travail qu'elle a fait, du projet qu'ils avaient monté déjà à l'époque avec le mouvement Sans Terre et le coordinateur d'Échanger qui est au Brésil. C'est dans une autre région, effectivement, elle est rentrée, ça fait déjà maintenant presque 3 ans. On avait eu l'occasion de se rencontrer, on garde des contacts et on continue à échanger des idées de travail. C'est la continuité de ce travail. Donc à travers elle, vous saviez un petit peu où vous alliez vous trouver, mais enfin votre vie quotidienne, à la différence de celle de Moira, c'est une vie qui change tous les jours. Vous ne savez pas toujours où vous allez dormir, pour résumer. Ça dépend un petit peu et des Sans Terre et je dirais des forces de police. Bon, j'essaye quand même d'éviter les grands affrontements et de me trouver en pleine occupation parce que pour une étrangère avec un visa j'ai obtenu un visa pour 1 année, je suis en attente d'un second visa, donc on essaie de se faire un petit peu petit parfois quand même, pour essayer de rester au Brésil, parce que j'ai quand même la volonté de faire encore 1 année et demie en tout cas, donc on essaie de se faire oublier un petit peu parfois. Mais sinon, on sait en tout cas que de toute façon, où qu'on arrive, dans le mouvement Sans Terre, que ce soit dans un campement ou dans un assentamento, comme on appelle, donc à partir du moment où ils sont installés sur des terres, qu'ils ont le droit d'y rester, on aura toujours un lieu pour dormir, et ça c'est vraiment sans aucun doute. Mais vous partagez donc la vie quotidienne. Elle vous a semblé dure, à vous qui arriviez d'une Suisse tout de même confortable, quelle que soit votre volonté personnelle? Le moment du campement, c'est une vie très très dure. Il faut vouloir lutter, se battre, il faut vouloir sortir des conditions qu'on a vécues avant pour vivre ça, parce que sinon il n'y a aucun sens. La douche chaude, c'est pas tous les matins, quoi. C'est loin d'être tous les matins. Ouais. Et les rapports avec les gens, vous êtes passé par le brésilien, vous avez appris le portugais brésilien, j'imagine, préalablement ou bien sur place, je vais dire? Les 2 premiers mois que j'ai passés au Brésil, je les ai passés à apprendre la langue, à me plonger dans la culture brésilienne. Et à faire un stage aussi pour connaître mieux les plantes médicinales du Brésil. Oui, parce que c'est une des activités. Il s'agit non seulement de mener un rôle, que je dirais, social auprès de ces gens qui sont tout de même un peu chahutés par les événements de la vie, mais aussi de leur permettre de se soigner à moindre compte. Et le moindre compte au Brésil, ce ne sont pas seulement les médicaments génériques, encore trop chers, c'est les médicaments que vous fabriquez vous-même. Voilà, exactement, avec la richesse de la nature qu'il y a au Brésil. La terre est très fertile, il y a beaucoup de plantes médicinales, donc on utilise ça. Et en fait, on retrouve des coutumes qu'ils avaient déjà avant, mais qu'ils sont en train de laisser tomber à cause de l'industrie pharmaceutique qui s'implante au Brésil comme ailleurs. Mais avec des coûts qui sont extrêmement élevés pour les gens qui vivent là-bas, pratiquement inaccessibles souvent. Mais vous qui avez tout de même des racines dans ce pays roman, qui est un pays terrien tout de même, vous aviez l'impression parfois de retrouver les recettes de vos grands-mères et arrière-grands-mères, de ce qui avait pu être une partie de notre propre médecine? Oui, absolument, oui. C'est intéressant pour ça, parce que ça pourrait être aussi un retour un petit peu chez nous à d'autres moyens de se traiter, pour traiter des maladies courantes, des grippes, mais pour nous, c'est peut-être un luxe, alors que là-bas, c'est le seul moyen de se soigner. C'est ça la différence quand même. Exactement. Armel, vous êtes photographe indépendant, vous avez suivi la délégation en janvier. C'était votre premier voyage au Brésil? C'était mon premier voyage au Brésil, oui, dans ces circonstances-là. Alors, on va d'abord voir quelques photos que vous avez prises, en fait, de Mireille dans son assentamiento, c'est ça? Assentamiento. Et puis on va les commenter, puis ensuite on reviendra à votre travail de photographe. Voici ces images. Mireille, là vous vous trouvez où? Qui sont les enfants? Ça c'est un campement en fait, c'est pas un assentamento. Un campement, c'est le premier moment où les gens sont encore sous des tentes de plastique comme on a pu les voir. C'est vraiment le moment de l'occupation, ils n'ont encore pas du tout la certitude de pouvoir rester dans ces terres. Ici c'était la visite donc avec la délégation suisse qui est venue visiter le projet avant d'aller au forum social. Avec des enfants, bien sûr, beaucoup d'enfants, et toute la population là, ils luttent déjà depuis 1 année et demie pour essayer d'obtenir des terres. Donc ça fait 1 année et demie qu'ils sont dans ces tentes et qu'ils vivent ces conditions de vie. Ils ont déjà fait 4 occupations successives de terres différentes. Ils ont dû repartir à chaque fois parce qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'y rester.
Pierre-Yves, vous que je prénommais Pierre-Alain tout à l'heure, par référence involontaire avec un invité qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, je veux parler de Pierre-Alain Surdet, qui s'occupe aussi de Haché Brasseur. Pierre-Yves, vous saviez bien sûr intellectuellement, je dirais même politiquement, ce qu'était la situation des sans-terre, mais quand vous vous êtes trouvé dans ces campements, ça s'est passé comment dans votre tête? C'est assez difficile à décrire. Moi, on avait vécu, parce que échanger nous a un petit peu malaxé dans une sorte de, comment dire, de lessiveuse à émotion. Ils nous prennent, ils nous font lever très tôt, puis ensuite on part et on va voir d'abord une favela, l'après-midi un campement de paysans sans terre, et c'est des vrais chocs. Mais en ayant vu les conditions de vie dans une favela, ou par exemple, on a été visiter un enfant du CDK où travaille Moira, on a été voir où il vivait. C'est simplement inimaginable, dans une sorte de cave de 15 mètres carrés, ils avaient percé le haut du mur pour avoir un peu de lumière, ils vivaient à 8. Alors quand on a vu, c'est donc 6 enfants, dont un nourrisson et 2 parents. Alors évidemment, quand on a vu ça, le lendemain, même les conditions de vie extrêmement dures, sous des bâches, en plein soleil, et puis dans une nature immense, il y a des terres, mais à profusion. Et c'est simplement l'injustice profonde de la répartition qui, dans ce monde, dans ce pays, qui saute aux yeux. Ben, même ces conditions de vie extrêmement précaires, qui sont quasiment au niveau de ce qu'on peut imaginer des Indiens d'Amérique il y a quelques décennies, j'entends, c'est vraiment ça, il n'y a rien. Même ça paraissait, d'abord parce qu'il y avait une solidarité entre eux, une communion entre eux, une sorte de fraternité. On comprenait pourquoi ces gens ressortaient de la ville pour vivre, même au milieu de la nature, à des centaines de kilomètres de nulle part. Et voilà, c'est un peu les impressions que j'ai eues en voyant ce campement. Le slogan du forum de Porto Alegre, c'était « Autre monde est possible » et c'est « Un autre monde est possible ». Vous avez l'impression que ce n'est qu'un slogan ou qu'un autre monde est vraiment possible, et par quelle voie? Ça fait quelques siècles que des gens se battent pour qu'un autre monde soit possible, et si ce n'était pas battu, on en serait encore au travail des enfants dans les usines dans nos régions, on aurait encore une espérance de vie de 45 ans, on aurait encore des conditions, on n'aurait pas d'assurance sociale, on serait en danger dès qu'on tombe malade et dès qu'on vieillit un peu. Cette lutte, elle dure depuis des décennies, je ne coupe pas celle-là des autres, je pense juste qu'un certain nombre de gouvernements, quasiment maintenant tous les gouvernements, sont en train juste de vendre tout le patrimoine au Brésil. Le Brésil est en vente depuis quelques années. Il est en vente libre, c'est-à-dire les multinationales. Mais d'une certaine manière, le monde entier est en vente. Mais oui, non les multinationales s'implantent, rachètent tous les services publics, les secteurs clés de la vie, l'alimentation, la santé. C'est une véritable expropriation des peuples qu'on est en train de vivre. Et moi, je pense qu'il est urgent d'avoir une résistance concrète, locale, comme on le voit. Mais il faut un tout petit peu maintenant passer à une résistance politique beaucoup plus radicale et beaucoup plus forte. Et puis, pour que simplement le bon sens revienne et que des jeunes puissent s'éduquer, puissent vivre jusqu'à une espérance une espérance de vie un peu plus grande, pour qu'on puisse... On ne demande pas la lune, on demande juste que chaque personne qui naît sur cette planète ait un avenir un tout petit peu décent, quoi. Armel, c'est la photo qui vous a fait découvrir l'engagement, ou l'engagement qui vous a fait découvrir la photo? C'est un peu des deux, je dirais. C'était aussi une manière pour moi de montrer par l'image ces situations que vient de décrire Pierre-Yves, en fait. Enfin, vous et lui, d'une certaine manière, vous les connaissiez en théorie, vous les avez découvertes, ces situations des visu, des facto, vos impressions, et d'une certaine manière, on pourrait peut-être les voir d'ailleurs au travers de quelques-unes de vos photos. C'est quasiment à la fois votre impression, votre révolte, et une espèce de testament, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais regardons ces photos et commentons-les. Là, on a vu 2 hommes marchant seuls sur la route, et cet homme, lui, c'est quelqu'un qui a déjà été largement persécuté, je crois. Je crois que son visage, oui, on dit long sur ce qu'il a pu vivre auparavant. C'était le campement dont nous avons visité avec Mireille. Ça, c'est une usine désaffectée occupée dans la région de Sao Paulo. Et les gens vous ont laissé photographier, vous photographiez de loin, vous êtes tout près, ça se passe comment là? Là, les gens sont très ouverts, ils se sont vraiment ouverts à nous, et il n'y avait aucun problème, ils étaient contents de se faire prendre en photo, c'était pas un problème de les prendre.
Alors, une autre différence entre notre monde et cette Amérique latine du combat et de la pauvreté, on le voit sur ces photos-là, c'est que chez nous, la photo ou la représentation de Che Guevara, c'est plutôt chez les enfants de bourgeois qui ont la guitare et Internet. Et là, en Amérique latine, le Che, ça reste un argument de combat. Ça reste un argument de combat. Ça m'a vraiment, justement, interpellé de voir une telle présence de Che Guevara là-bas. Oui, je crois qu'il y a vraiment la mondialisation économique a provoqué des richesses énormes au cours de ces dernières années, et cette richesse n'a pas été répartie ou n'est que peu répartie. La richesse est répartie en moins de monde alors qu'elle est énorme, et c'est sur ça qu'il faudrait se pencher aujourd'hui, essayer de changer les choses par rapport à ça. Mireille, vous avez l'impression de participer à une révolution, guévariste ou pas d'ailleurs? Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être face à un peuple qui se bat et qui a envie de créer un autre monde, oui. Qui a envie que ça change et qui fait tout pour. Et ça, c'est important. C'est vraiment très intéressant de se trouver au milieu de gens qui ont des solutions, qui pensent à des solutions, qui les proposent avec toute la répression qu'il y a en face. Mais enfin, il y a des solutions, il y a des propositions qui sont données. Je reviens à vous, Moïra, parce que j'ai sous les yeux, j'ai même avec moi deux documents. L'une, c'est, peut-être peut-on le voir ici, c'est un bouquin de bibliophile qui s'appelle Neige, sur un texte de Jacques Chessé, avec des gravures qui sont vos gravures. J'ai aussi une autre photo que j'ai réussi à vous subtiliser, mais on va essayer de la voir. Je ne sais pas si on peut la voir sur cette caméra sans trop de reflets. Regardez, c'est Moïra. Alors Moïra en danseuse, en ballerine, etc. Vous êtes une artiste. Hein, votre cheminement, c'est un cheminement de l'art. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme celle-là, que ce soit celle des favelas ou que ce soit celle des Santerres que vous avez visité aussi, vous avez l'impression encore aujourd'hui que l'art peut servir à quelque chose, ou qu'il y a de telles priorités qu'on parlera d'art plus tard, beaucoup plus tard? Non, ça je pense que c'est plutôt l'idée ici en Occident, que l'art c'est en plaisir, c'est en surplus, c'est même en luxe. Je pense qu'au contraire, l'art a toujours eu une importance historique et sociale. Et chez des personnes avec autant de problématiques, comme c'est le cas des favelas, comme c'est le cas aussi des Santerres, ça devient impératif de pouvoir s'exprimer d'une autre façon, d'un autre cas sans la violence. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis découvrir aussi ses rêves, son monde intérieur, parce que ces jeunes ont aussi droit à rêver. Oui, Pierre-Yves, je vous ai vu l'autre jour à Lausanne mettre un petit sticker justement sur un des tableaux des adolescents de Sao Paulo, des favelas. Quand vous faites l'acquisition de ça, c'est une participation financière à un combat, ou c'est vraiment l'acquisition de quelque chose que vous considérez comme de l'art? Alors c'est vraiment les deux, parce que le tableau que j'ai acheté m'a vraiment frappé. C'est celui où on voit cette main là, avec ce titre marginal écrit de manière tellement forte. Donc ça m'a vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais surtout, c'est ça que je voulais préciser, c'est que c'est important que les gens aillent dans cette exposition à Lausanne et qu'ils achètent des tableaux, parce que Moïra va ensuite utiliser cet argent pour offrir à l'auteur du tableau une formation, et avec quelques centaines de francs, quelques dizaines de francs, on peut faire là-bas des choses qui sont utiles. Donc c'est aussi évidemment dans ce sens-là que personnellement j'ai fait un petit geste, mais qui est banal et que chacun peut faire facilement ces jours à Lausanne. On peut considérer quand même que tout ce qui se dit ici, on l'a retrouvé, vous l'avez retrouvé de manière quasiment planétaire au forum de Porto Alegre. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des scènes de combat, enfin des démarches de réels combats sociaux et politiques, mais il y a eu aussi la fête. Ah oui, c'était assez saisissant. Les gens étaient assez disciplinés, se tapaient des heures et des heures de conférences. Apparemment, ça a l'air un peu de la palabre et on se dit, bon, à quoi ça sert? Mais ce que venaient raconter les gens, c'était des combattants paysans en Bolivie, c'était des gens qui se battaient contre les privatisations en Argentine, c'était ceux qui se battaient en Argentine. Il y a des choses incroyables qui se passent là-bas. Et puis donc, c'était des récits de lutte, et je pense que c'est pour ça que les gens restaient parfois captivés jusque tard dans la nuit. Et ensuite, c'était la musique, c'était la danse. Et après, il y avait la danse, justement, des Brésiliens et des visiteurs qui n'étaient pas toujours dans la tenue
tenue du samba ou de la samba. Mon papa m'a toujours expliqué qu'on disait le samba, donc dans la tenue du samba. Je vous propose de voir la dernière danse de Porto Alegre et ça se termine par ce slogan qu'on disait tout à l'heure, Otro mundo est possible, un autre monde est possible. Voilà, cette émission va se terminer. Vous allez bientôt repartir pour le Brésil. Le fait d'être revenu quelques jours, ça va vous donner plus d'énergie ou peut-être au contraire un certain découragement? Non, au contraire. Je pense qu'ici, on a retrouvé l'énergie et puis surtout l'intérêt des gens et la sensibilisation. C'était quand même ça le but. Mireille? La même chose, beaucoup plus d'énergie. On a eu le temps de se reposer, de se refaire une santé et de repartir avec plus de volonté encore. Voilà, je précise que vos adresses, vos sites internet se trouvent tous sur notre propre site, sur celui de www.tsr.ch et que donc si vous voulez communiquer avec les uns, avec les autres, vous allez retrouver tout ça. N'hésitez pas à venir nous rendre visite sur ce site. Je crois qu'il me reste simplement à vous remercier, à vous féliciter. Et puis une dernière fois, nous allons applaudir, je dirais, en attendant qu'ils se remettent au travail et aux instruments, le groupe HBC Gilles Félix. Merci aux uns, merci aux autres. On les applaudit et je rappelle que lundi, vous retrouverez Jean-Philippe Rapp pour une nouvelle semaine de Zigzag Expo. À lundi et puis pour nous à vendredi prochain pour un nouveau Robinson du vendredi. Au revoir. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Sai quando bem quer, vai na casa da paixão. Mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai. Crescer e luar pra iluminar as trevas bruscas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair dos pés do vencedor e ser o serviçal samurai. Mas eu tô tão feliz. Diz que o amor atrai. Paixão.